Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire 6 points clés pour maîtriser la fiscalité de la propriété intellectuelle. Donc, je suis Chloé Olive, chef de projet événementiel, et j'aurai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Donc, je profite pour vous préciser que vous pouvez poser toutes vos questions directement sur le module qui se trouve juste en face de votre écran. Donc, par ailleurs, cette présentation, vous pourrez la retrouver directement sur la plateforme Webikeo et nous vous enverrons également le replay directement par mail. Donc, désormais, j'ai le plaisir de vous présenter les intervenants du jour. Alors, nous avons Marion Duclos, qui est responsable IP Box chez Heming. Bonjour Marion. Bonjour. Et nous avons donc Marianne Thibault, qui est experte financement et l'innovation chez Heming également. Bonjour Marianne. Oui, bonjour Chloé. Alors, avant de passer à l'agenda du jour, je vais vous lancer un petit sondage pour démarrer ce webinaire. Hop, j'ai commencé à ouvrir le sondage. Donc, bénéficiez-vous du dispositif IP Box? Voilà, je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Bon, en attendant, je vais laisser la main à Marianne pour présenter l'agenda du jour. Oui, merci Chloé. Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être là aujourd'hui avec vous. Donc, concernant notre programme du jour, on va commencer par une présentation générale du dispositif de l'IP Box pour ensuite réaliser un focus sur la partie des logiciels et de leur éligibilité, avant de terminer donc par la mise en œuvre opérationnelle du régime et voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner dans le processus. Alors, je vous propose de tout de suite commencer donc par le régime général de l'IP Box et Marion va débuter en vous présentant le cycle de vie d'une innovation. Merci Marianne. Donc effectivement, pour commencer, pour recontextualiser, qu'est-ce que l'IP Box? L'IP Box, c'est un régime préférentiel en matière de propriété intellectuelle qui va s'inscrire dans la continuité de la politique fiscale française d'incitation à la recherche, développement et innovation. Si on reprend le cycle de vie d'un projet, on va avoir dans un premier temps des entreprises qui engagent un effort de R&D ou d'innovation. Donc l'entreprise engage des dépenses à ce moment-là. Vous pouvez récupérer ou du moins financer une partie de ces dépenses grâce au crédit impôt recherche, au crédit impôt innovation, aux subventions. Une fois que ces travaux de R&D innovation ont été menés, dans certains cas, vous allez donner naissance à des actifs de propriété intellectuelle, par exemple des brevets ou des logiciels. Et ensuite, la dernière phase pour une entreprise, ça va être de commercialiser ces actifs de propriété intellectuelle, typiquement de commercialiser vos logiciels et donc de générer des revenus. C'est à ce moment-là que l'IP Box rentre en place en vous permettant de bénéficier d'un taux d'imposition préférentiel fixé à 10%, à la place du taux classique de 25%. Et ce taux préférentiel de 10% va effectivement s'appliquer sur tous les revenus nets issus de votre propriété intellectuelle. Donc, très concrètement, si vous commercialisez des logiciels, ce taux de 10% s'appliquera sur le chiffre d'affaires que vous générez via la vente de vos logiciels, du chiffre d'affaires, licence et ou abonnement. Ce qui est important de noter, c'est que l'ensemble de ces dispositifs sont cumulables, c'est-à-dire que vous pouvez très bien prétendre au crédit impôt innovation ou au crédit impôt recherche sur vos travaux de R&D, sur les dépenses que vous engagez, et dans le même temps, prétendre à l'IP Box et bénéficier d'un taux d'imposition préférentiel sur les revenus que vous générez via votre propriété intellectuelle. Donc, en ce sens, l'IP Box est en quelque sorte la dernière brique des dispositifs incitatifs R&D innovation, puisque ça va récompenser les entreprises qui ont engagé des travaux de développement rentables. Et donc, en synthèse, si je reprends, on va dire, les opportunités, les enjeux qui s'offrent à vous grâce à l'IP Box, vous l'aurez compris, dans un premier temps, le premier enjeu, ça va être d'abaisser votre taux d'imposition, de diminuer votre taux d'imposition en basculant de 25% taux classique à 10% taux IP Box. Le deuxième enjeu, c'est que vous allez pouvoir cumuler, comme je le disais, l'IP Box avec l'ensemble des dispositifs incitatifs R&D innovation. Et dans ce cadre-là, on reviendra dessus après avec un exemple chiffré, mais l'IP Box va venir s'appliquer avant vos différents crédits d'impôt. Donc, si aujourd'hui, vous ne payez pas d'impôt parce que vous imputez votre crédit d'impôt recherche, votre crédit impôt innovation, vous pouvez tout de même prétendre à l'IP Box, parce que l'IP Box va venir avant.
Et enfin, le dernier point, mais pas des moindres, c'est que tout comme sur le CIR ou sur le C2I, on a la possibilité de revenir sur les 3 derniers exercices prescrits. Et pour être très précise, on a la possibilité de revenir à compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2022. C'est plus un point à noter si vous êtes par exemple en clôture décalée. Et donc maintenant, je vais redonner la parole à Marianne pour vous présenter les actifs et les revenus éligibles. Oui, merci Marion. Quand on parle d'actifs éligibles au dispositif de l'IP-Box, on va retrouver donc, tout ce qui va concerner les brevets et les procédés de fabrication industrielle, donc, qui sont les accessoires indispensables à l'utilisation du brevet. On retrouvera également les certificats d'obtention végétale et donc depuis plus récemment les logiciels, donc sur lesquels on fera un focus après. Alors, une fois qu'on a vu quels étaient les actifs qui sont éligibles, on va parler concrètement des revenus. Donc, les revenus éligibles, donc quelles sont les opérations qui vont être concernées par le dispositif. On va bien retrouver ici tout ce qui va concerner donc les redevances de concession ou de sous-concession des actifs incorporels éligibles au dispositif de l'IP-Box. Alors, quand on parle de concession, c'est bien tout ou partie donc de la jouissance de son droit d'exploitation qui va moyenner la perception donc d'une redevance en contrepartie. Lorsqu'on parle à l'inverse d'une licence d'exploitation, on parle bien ici à la fois du droit d'utilisation donc de l'invention tant pour soi-même, donc à des fins personnelles pour ses besoins propres, mais on parle également de l'utilisation donc de la licence dans la perspective de produire ou de commercialiser des biens ou des services. La dernière catégorie de revenus éligibles concernera les plus-values de cession. Alors ici, il faut respecter une double condition. À la fois que l'actif incorporel ait été acquis donc à titre onéreux depuis au moins 2 ans et qu'il n'y ait pas de lien de dépendance entre donc l'entreprise qui cède et l'entreprise donc acquérante. Alors, une fois qu'on a vu à la fois donc les actifs et les revenus éligibles, je vous ai dit qu'on allait faire un focus sur la partie logicielle. Donc les logiciels ont bien été intégrés au régime de l'IP-Box en 2019, ce qui a été une nouveauté par rapport au régime précédent qui concernait exclusivement la partie brevet. Donc, quand on parle des logiciels, il va falloir respecter quand même certaines conditions. La première concernera donc les solutions qui sont éligibles, considérées comme éligibles. Alors là, on retrouvera bien toutes les catégories de logiciels, les applications, les plateformes, les jeux vidéo, mais également tout ce qui concerne l'informatique embarquée. Alors, sur le sujet de l'informatique embarquée, Marion aura l'occasion d'y revenir un petit peu après pour vous apporter quelques précisions. Donc, une fois qu'on a identifié les solutions éligibles, il faudra s'attarder à leur mode de commercialisation pour bien s'assurer donc qu'on soit sur un mode de commercialisation donc de licence pure, soit de licence on-premise ou de licence plus maintenance ou d'abonnement SaaS. Sur ces 2 derniers sujets, je vais vous en parler juste après. On va avoir quelques petites subtilités d'application sur les abonnements. Et enfin, dernier critère, et pas des moindres, ce sera de valider le caractère original donc, du logiciel qui devra être protégé donc, par le droit d'auteur. Mais là aussi, Marion y reviendra après. Alors, une fois qu'on a parlé donc des solutions éligibles, des modes de commercialisation, je vous ai dit qu'on s'attarderait un tout petit peu sur 2 types d'abonnements, donc les abonnements SaaS et les abonnements de maintenance. Alors, il faut faire attention parce que pour ces 2 types d'abonnements, il va falloir retraiter les dépenses puisque l'ensemble des dépenses ne seront pas forcément éligibles et à prendre en compte dans l'assiette donc qui sera soumise aux 10%. Pour les abonnements SaaS, on isolera bien et on retraitera donc tous les frais liés à l'hébergement, au support, à la maintenance classique. Donc maintenance classique, typiquement, c'est la correction d'anomalies de manière très ponctuelle. Donc tout ça, on exclut. Ce ne sont pas des revenus éligibles au dispositif. Et donc concernant les abonnements de maintenance, il faudra ici bien faire la distinction entre les différents types de maintenance.
Alors, soit donc les maintenances correctives, on a dit que c'était pas éligible, mais on parle également des maintenances évolutives ou de mise à jour de logiciels. Il faut entendre par là, pour les maintenances évolutives, mises à jour, etc., qu'il faut qu'on soit en capacité de justifier soit d'ajout de nouvelles fonctionnalités, soit d'une amélioration des performances pour pouvoir reprendre donc en compte ces amendements de maintenance. On exclura donc toutes les prestations de services de type support technique et maintenance corrective, comme je l'expliquais juste avant. Alors, maintenant qu'on a vu donc les solutions éligibles, les modes de commercialisation, le troisième critère à prendre en compte, c'est le caractère original. Et là, Marion, je te laisse la parole. Oui. Concernant le caractère original d'un logiciel, on le disait en introduction, l'IP-Box a un régime de faveur en matière de propriété intellectuelle. Aujourd'hui, les logiciels ne sont pas brevetables. Vous pouvez breveter certains algorithmes, par exemple, mais vous ne pouvez pas breveter l'intégralité de votre logiciel. La protection intellectuelle des logiciels va découler du droit d'auteur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de démarche particulière à faire pour obtenir la protection par le droit d'auteur. La protection par le droit d'auteur va s'obtenir automatiquement à partir du moment où vous êtes en capacité de démontrer le caractère original du logiciel. Et c'est cette notion de caractère original qui va être très importante. Là, on parle bien, et j'insiste sur ce point, de caractère original au sens de la propriété intellectuelle et non pas d'originalité comme vous pouvez avoir l'habitude de le voir, par exemple dans les critères crédit impôt recherche. Quand on parle de caractère original au sens de la propriété intellectuelle, ce qui va faire foi et comment on va la justifier, c'est que votre logiciel doit avoir été développé grâce à votre apport intellectuel, grâce à un effort. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que votre logiciel fasse l'objet uniquement, entre guillemets, d'une mise en œuvre logique et automatique. Alors, maintenant qu'on s'est dit ça, il est vrai que si vous avez prétendu, par exemple, au CIR dans le cadre du développement de votre logiciel, vous avez forcément dû démontrer que vous avez levé des verrous techniques et que vous êtes allé plus loin que l'état de l'art. Donc, en ce sens, on répond effectivement au fait d'aller au-delà de cette logique automatique et contraignante. Pour autant, et j'insiste sur ce point parce qu'il y a souvent une confusion à ce sujet, ce n'est pas parce que vous n'avez pas déposé de crédit d'impôt recherche ou parce que vous n'avez pas déposé de crédit d'impôt recherche que vous n'êtes pas éligible à l'IP-Box. C'est simplement qu'on va aller devoir démontrer ce caractère original par d'autres biais. Ça, c'était le point sur. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions sur le caractère original, parce que je sais que c'est la notion qui peut parfois être complexe sur l'IP-Box. Et donc, pour finir sur le focus logiciel et donc les critères d'éligibilité, il y a un dernier cas dont Marianne vous a très rapidement parlé, c'est le cas de l'informatique embarquée. Ce qu'on entend par informatique embarquée, ça va être tout produit qui contient un software qui est essentiel à son bon fonctionnement. L'informatique embarquée, on en retrouve du coup dans tous les secteurs. On peut penser par exemple à la e-santé, à l'IoT, aux drones, aux machines, aux GPS, aux capteurs. Et donc, ces produits-là peuvent être éligibles à l'IP-Box. Les conditions d'éligibilité vont être plus ou moins les mêmes qu'un logiciel classique. C'est-à-dire qu'il va falloir que, effectivement, vous ayez réalisé des travaux de développement sur votre logiciel, sur le logiciel qui est intégré dans votre produit. Ce sans quoi, effectivement, on ne pourra pas démontrer le caractère original. Il faut également que ce logiciel qui soit intégré à votre produit soit un logiciel en propre, entre guillemets, et ne fasse pas l'objet de développement spécifique ou à façon pour le client. Pourquoi? Parce que si c'était le cas, on aurait du mal à démontrer aussi cette notion de propriété intellectuelle. Et enfin, comment on va valoriser ces produits d'informatique embarquée? Pour ces produits d'informatique embarquée, on va devoir appliquer des retraitements sur le chiffre d'affaires, puisque ce n'est pas la globalité du chiffre d'affaires produit qui sera éligible, c'est uniquement, entre guillemets, la quote-part qu'on pourra relier au logiciel. Et là, c'est plus ou moins le même mécanisme que Marianne vous expliquait sur des abonnements. On va devoir retraiter tout ce qui est annexe au seul droit d'utilisation, à la concession du droit d'utilisation que vous octroyez à vos clients sur un logiciel. Quelques précautions, du coup, à prendre en compte, notamment dans le cas de l'informatique embarquée, même si c'est vrai pour du logiciel classique, mais souvent on respecte ces critères, c'est que, du coup, il va falloir justifier cette quote-part software que vous valorisez dans le cadre de l'IP-Box.
Pour pour justifier cette quote-part software, il est indispensable que vos documents contractuels, conditions générales de vente, factures, propositions commerciales, contrat client, mentionnent le fait que oui, vous commercialisez un produit fini X, mais que ce produit inclut le logiciel Y. Il faut qu'on ait une trace que vous vendez bien un produit, mais que ce produit inclut un logiciel. Libre à vous de mentionner un coût pour ce logiciel, de mentionner un coût total, par exemple, pour le produit, de dire dont X euros liés à la licence du logiciel. Ce n'est pas obligatoire. Effectivement, ça facilitera la valorisation derrière. Ce n'est pas obligatoire. Le seul point qui est vraiment obligatoire, c'est de mentionner explicitement la vente d'un logiciel. Si on avance un petit peu sur la mise en œuvre du régime, maintenant qu'on vous a présenté les critères d'éligibilité, et si on rentre vraiment dans le vif du sujet sur les modalités de calcul, si on avance juste la slide suivante. Voilà, parfait, merci Chloé. Comment on va calculer maintenant le résultat IPBox? Le résultat IPBox, déjà, le premier point, c'est qu'il va se calculer par actif et ou famille d'actifs. C'est-à-dire que si vous possédez plusieurs logiciels, plusieurs brevets, on va devoir calculer un résultat IPBox par brevet, par famille de brevets, par logiciel et ou solution logicielle. Et ensuite, le résultat IPBox, il va prendre la forme suivante. On va avoir d'un côté nos revenus éligibles, donc c'est les revenus que vous a présenté Marianne, concession, plus-value de cession, ainsi de suite, avec les retraitements qui vont bien si vous êtes sur de l'abonnement de l'informatique embarquée. Et sur ces revenus éligibles, on va venir déduire vos dépenses de développement liées à votre actif. Vos dépenses de développement liées au brevet, vos dépenses de développement liées à votre logiciel. À cette équation revenus éligibles moins dépenses de développement, on va venir ajouter un ratio Nexus. Le ratio Nexus, pour faire très simple, c'est un coefficient multiplicateur qui va venir moduler l'avantage fiscal en fonction que vous ayez internalisé ou non l'effort de développement. Le ratio Nexus est obligatoire, il est à calculer pour chaque déclaration IPBox. Cependant, il n'aura d'impact que si vous avez externalisé tout ou partie de vos développements auprès d'une entreprise liée, typiquement une filiale étrangère, ou si votre actif de propriété intellectuelle a fait l'objet d'une acquisition, c'est-à-dire que vous l'avez racheté à un tiers et que ce n'est pas vous qui êtes à l'origine du développement. Si vous n'êtes pas dans une de ces situations, vous aurez très probablement un ratio Nexus égal à 1, donc sans impact sur les enjeux financiers IPBox. Néanmoins, il sera à calculer. Si je rentre un tout petit peu dans le détail et qu'on précise ce ratio Nexus, donc c'est ce qui va s'afficher en bas de la slide, c'est le coefficient multiplicateur Nexus. On va retrouver au numérateur de notre ratio Nexus toutes les dépenses que vous avez réalisées en interne, plus les dépenses que vous avez sous-traitées auprès d'entreprises non liées. Toujours dans le domaine du logiciel, par exemple, vous avez peut-être fait appel à une ESN, à des bureaux d'études pour une brique du logiciel. C'est des dépenses auprès d'entreprises non liées. On va venir diviser notre numérateur par le dénominateur, et le dénominateur se compose de ce même numérateur, plus des dépenses externalisées auprès d'entreprises liées, hors groupe fiscal. Donc, typiquement, vous avez deux entités avec un lien de dépendance qui ne sont pas intégrées fiscalement. C'est des entreprises liées hors groupe fiscal, filiales étrangères, entreprises liées hors groupe fiscal, plus les éventuels coûts d'acquisition de l'actif. Et ce ratio Nexus, c'est cette équation-là. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat pour qu'on précise le ratio Nexus. Et donc, pour vous donner un exemple chiffré des enjeux et des économies que peuvent représenter l'IPBox, on a pris le cas d'un éditeur de logiciels qui était spécialisé dans la gestion de données. Cette société, elle possède deux logiciels. Le logiciel A, qu'elle va commercialiser sous forme d'abonnement, et le logiciel B, qu'elle va commercialiser sous forme de licence. Cette entreprise, vous le voyez, c'est le premier petit tableau, elle réalise un chiffre d'affaires d'1 million d'euros sur son logiciel A et de 600 000 euros sur son logiciel B. À côté de ça, cette entreprise, elle a bien entendu des frais liés au développement de ces deux solutions logicielles. C'est le deuxième encadré. L'entreprise engage 250 000 euros de dépenses pour le développement de son logiciel A et 100 000 euros de dépenses pour le développement de son logiciel B. Maintenant qu'on a posé ces métriques, comment on va venir calculer l'IPBox? Donc là, c'est le dernier tableau que vous voyez en bas à gauche de l'écran. On va prendre pour le logiciel A nos revenus éligibles. On a 650 000 de revenus éligibles. Pourquoi 650 000? L'entreprise réalise bien 1 million de chiffre d'affaires sur le logiciel A,
mais elle commercialise ce logiciel A sous forme d'abonnement. Donc, on doit appliquer les retraitements que vous a cités Marianne, détourer l'hébergement, les fonctions support, le paramétrage, la formation, tout ce qui peut être annexe. Nous, ce qu'on constate de notre retour d'expérience et des déclarations qu'on a fait pour nos clients, c'est qu'en moyenne, on parvient à valoriser 60 à 70% du chiffre d'affaires abonnement. Donc, là, on a 650 000 € de revenus éligibles. À ces revenus éligibles, je viens déduire mes dépenses de développement, 250 000 pour le logiciel A, ce qui me donne des revenus nets IPbox pour le logiciel A de 400 000 €. 650 000 moins 250 000. Je fais le même exercice pour le logiciel B. Le logiciel B est commercialisé sous forme de licence. Je n'ai pas de retraitement à faire. Donc, j'ai bien mes 600 000 € de revenus éligibles, l'intégralité de mon chiffre d'affaires, auquel je viens retraiter mes frais de développement, donc 100 000 €. Et donc, 600 000 moins 100 000 €, j'ai 500 000 € de revenus net IPbox. Si je fais la somme de ces deux revenus, 400 plus 500, j'ai un résultat net IPbox pour la société de 900 000 €. Bien entendu, dans cet exemple, la société a réalisé l'intégralité des développements en interne. Elle n'est pas membre d'un groupe fiscal. Donc, on a un ratio Nexus de 1. Et donc, une fois qu'on a ces 900 000 € de résultats IPbox, comment on l'utilise? Si on passe à la slide suivante, on vous a mis deux cas de figure. Donc, le premier cas de figure qui est sans IPbox, qui est sur la gauche, et le deuxième cas de figure avec IPbox sur la droite. Donc, sans IPbox, qu'est-ce qui se passe classiquement pour une entreprise? L'entreprise a 500 000 € de résultats imposables. Le taux d'IS de droit commun est de 25%. L'entreprise est redevable donc de 125 000 € d'IS, 25% de mes 500 000 € de base imposable. L'entreprise bénéficie également de 90 000 € de CIR-C2I. Elle vient donc imputer ces 90 000 € de CIR-C2I sur l'IS dû, sur les 125 000. Et donc, in fine, l'entreprise est normalement redevable de 35 000 € d'IS. Maintenant, situation de droite, l'entreprise a un résultat, donc IPbox, on l'a calculé, de 900 000 €. Ce qui va se passer, c'est le cas le plus courant, mais il y a d'autres scénarios, je reviendrai dessus après, c'est que l'entreprise va opter pour ce qu'on appelle la compensation. Donc, l'entreprise a toujours un résultat imposable de 500 000 € et elle va choisir de compenser son résultat IPbox avec son résultat fiscal. C'est-à-dire qu'elle va utiliser 500 000 € de son résultat IPbox, tant bien même qu'elle a 900 000 € de résultat IPbox, pour venir compenser son résultat imposable avec son résultat fiscal. Et donc là, le résultat IPbox va venir en déduction du résultat imposable, de manière à amoindrir, voire annuler la base imposable à 25%. Donc, j'ai une base imposable de 500 000 €. Je déduis mon résultat IPbox de 500 000 €. Il me reste donc bien 0 € de base imposable à 25%. Et en contrepartie, je suis redevable de mon IS IPbox à 10% sur la quote-part de mon résultat IPbox que j'ai utilisé. Donc, 10% de 500 000, je suis redevable de 50 000 €. Sur ces 50 000 € d'IS, on le disait en introduction, je vais venir imputer mon crédit impôt recherche, crédit impôt innovation. J'impute 90 000, ce qui fait qu'au final, 50 000 € d'impôt dû, moins 90 000 € de crédit d'impôt, l'IS final dû, 0 €, plus je fais naître une créance CIR-C2I de l'ordre de 40 000 €, mon delta, mes 40 000 € qui sont supérieurs à ma base imposable. Cette créance CIR-C2I, mais si vous êtes une PME au sens communautaire du terme, elle est remboursable dans les 6 mois par l'administration. Si vous n'êtes pas une PME, elle est restituable sous 3 ans. Et je vais laisser la main à Marianne, maintenant qu'on a vu cet exemple chiffré, pour aborder l'obligation documentaire et l'accompagnement d'AIMIG. Oui, merci Marion. Donc effectivement, comme tout dispositif déclaratif, dispositif fiscal, on va devoir être en capacité de présenter à l'administration des dossiers justificatifs. Donc, une fois que vous aurez déclaré, donc sur la base d'un feuillet fiscal, que vous adresserez à votre service des impôts en même temps que votre déclaration de résultat, pour déclarer le revenu éligible à l'IPbox, vous devrez donc être en capacité de présenter un dossier justificatif qui reprendra plusieurs parties, dont une description générale de vos activités de R&D, la liste et la description détaillée de l'ensemble des actifs ou familles d'actifs que vous déclarez, pour lesquels vous optez donc au régime de l'IPbox, la présentation donc du calcul que Marion vous a présenté, donc avec le ratio Nexus et donc la détermination du résultat net imposable au taux réduit à 10%.
Et enfin, si vous avez eu des retraitements à réaliser, donc comme on l'a vu tout au long de la présentation, vous devrez donc présenter de manière détaillée la méthodologie de retraitement que vous avez appliquée pour répartir les dépenses éligibles, non éligibles. Donc, une fois qu'on a balayé donc ces obligations documentaires, comment est-ce que Hemming peut vous accompagner dans la mise en place de ce dispositif? Donc Hemming, on est là pour vous accompagner sur la structuration et la sécurisation du process pour que vous soyez les plus sereins possibles dans la déclaration de ce régime. Donc, on vous accompagnera sur l'identification et l'audit des actifs éligibles. On vous accompagnera également sur toute la partie financière, donc avec les calculs et les justifications associées. En vous proposant des scénarios de valorisation plus ou moins volontaristes. Ensuite, on passera donc sur la partie justification technique, donc comment est-ce qu'on présente les activités de R&D, on démontre le caractère original, etc., donc de l'ensemble des actifs éligibles. Et puis, notre accompagnement ne s'arrêtera pas là, puisque on vous assistera sur toute la partie contrôle fiscal, dans l'hypothèse où l'administration aurait des demandes complémentaires ou alors déclencherait un contrôle, et ça jusqu'à la prescription donc des dépenses déclarées. Alors, n'hésitez pas à nous solliciter. On vous propose une analyse préliminaire, c'est-à-dire que vous pouvez très bien nous contacter. On prend une trentaine de minutes pour valider ensemble l'intérêt ou non d'opter au dispositif. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire appel à nous sur cette partie-là. On vous fait bien évidemment bénéficier de notre benchmark conséquent, puisque depuis la création du dispositif, on a accompagné plus de 400 déclarations IPBox, ce qui commence à faire de beaux retours d'expérience sur le sujet. On a une équipe pluridisciplinaire donc qui est dédiée au dispositif, avec à la fois des ingénieurs pour la partie justification technique, mais également des profils plutôt juristes ou fiscalistes pour vous accompagner et maîtriser l'ensemble des étapes du dispositif. Et puis, on bénéficie quand même depuis maintenant 39 ans d'excellentes relations avec l'administration fiscale. Donc voilà, ce sont des choses à prendre en compte. Donc n'hésitez pas encore une fois à faire appel à nous, ce sera avec plaisir. Je termine avant de passer sur la partie questions. N'hésitez pas également à télécharger notre guide pratique sur l'IPBox, donc qui a été rédigé en partenariat avec le cabinet d'avocats Danton, voilà, et qui reprend les grandes étapes avec plein d'informations intéressantes à l'intérieur. Voilà. On peut passer à la partie questions. Merci beaucoup Marianne et Marion pour cette présentation. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On va prendre le temps de les lire et d'y répondre. Alors, si je reviens aux premières questions. Alors, il y avait une première question de comment le démontrer. Alors ça, je pense, Chloé, pardon de te couper, mais que c'était pendant la partie logiciel embarqué. Et Marion, je pense que c'est quand tu évoquais justement la partie des revenus, la justification des revenus. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça. D'accord. Bon, pour revenir, alors, si je réponds à cette question, comment démontrer les revenus éligibles si vous commercialisez effectivement des produits qui incluent une part software? Il y a deux méthodes, on va dire, principales. Une qui est l'approche par coût de revient, c'est-à-dire qu'on va prendre l'ensemble des coûts qui vous incombent, qui incombent à l'entreprise, et on va retraiter la partie des coûts, notamment hardware. Et on va considérer que la quote-part restante, c'est la quote-part logicielle. On a une deuxième approche qui est une approche par valeur ajoutée, qui va viser à déterminer la valeur ajoutée de votre soft dans l'ensemble du produit. Et pour passer sur l'approche par valeur ajoutée, on va notamment se concentrer sur l'intensité de R&D que vous avez sur la part software vs l'intensité de R&D que vous avez sur la part hardware. Et en fonction, en fonction de l'intensité de R&D, de l'effort de R&D que vous misez sur le soft ou sur le hard, on va réussir à démontrer la valeur ajoutée de votre software dans le produit fini. Et là, encore une fois, je ne peux pas vous donner de métriques, contrairement par exemple aux abonnements sur la quote-part souvent éligible, parce que d'un secteur d'activité à l'autre,
la part software dans le produit fini peut varier du simple au double. Merci Marion. On va passer à une seconde question. Est-ce que les dépenses externalisées concernent aussi les dépenses liées aux frais de propriété intellectuelle? Je prends? OK. Oui, effectivement, c'est les dépenses de développement. Je pense que les dépenses aux frais de propriété intellectuelle, vous faites notamment référence au brevet. Si effectivement vous avez des frais qui sont associés au dépôt du brevet, on les retraitera. Ok. Ensuite, quand vous mentionnez dépenses R&D, ce sont les dotations aux amortissements de dev passés en prod immobilisés? Alors ça, je peux prendre. Alors, quand on parle des dépenses de recherche et développement, donc ce sont bien les dépenses engagées au cours de l'année, donc dans le calcul. Et ça reprendra, alors non pas seulement les dotations aux amortissements, ça reprendra les dépenses de personnel de recherche et développement, les dépenses de R&D externalisées, donc comme on vient de le voir, tout ce qui est coûts de matières premières et fournitures donc, qui sont consommées pour la réalisation des opérations de recherche ou de développement. Toutes les dépenses d'acquisition de matériel, d'installation technique, d'outillage, toutes les dépenses liées à la propriété intellectuelle, donc la création ou l'acquisition d'actifs, les dépenses de prise et maintenance donc de brevets et donc les redevances de concession d'actifs qui sont éligibles. Donc, il faudra bien prendre tout ça en compte, toutes ces dépenses-là engagées au cours d'une année dans le calcul. Et pour compléter, il n'y a pas d'obligation à ce que les frais de développement aient été immobilisés pour rentrer dans l'IP-Box. Par contre, il faut que les frais de développement aient le caractère immobilisable. Mais si vous n'avez pas immobilisé, il n'y a pas de barrière à opter au dispositif. Ensuite, il y en a une question, pardon, je prends le relais, Chloé, sur, donc selon BOFIP, les dépenses de R&D doivent être des dépenses de recherche, ce qui n'est pas souvent le cas dans la création d'un logiciel. Pensez-vous que si l'on bénéficie d'un C2I, on peut quand même bénéficier de l'IP-Box? Oui. Il n'y a pas de contre-indication aujourd'hui à ne pas opter au régime de l'IP-Box dès lors que vous déclarez soit du CIR, soit du crédit impôt innovation. Vous pouvez. Donc, toujours pareil, sous réserve de justifier du caractère original, des dépenses, etc. Il n'y a pas de problème. Est-ce que l'utilisation de l'IP-Box suppose la mise en place d'une comptabilité analytique au préalable pour tracer les dépenses concernant chacun des logiciels? Bon, je peux prendre non. C'est préférable, mais pas obligatoire. Voilà, exactement. Ça va effectivement, si vous avez une comptabilité analytique, ça facilitera le calcul de l'IP-Box, mais pour autant, ce n'est pas un prérequis. Ensuite, vous avez surtout parlé de logiciels, mais il semblerait que l'IP-Box était beaucoup plus général, notamment concernant les revenus issus des brevets, voire des modèles, n'est-ce pas le cas? Alors si, tout à fait. On vous a présenté un focus sur les logiciels, mais vous avez la raison. Tout au début, on vous a présenté le régime général, donc, qui s'applique sur les actifs donc, concernés donc, par les brevets, les certificats d'obtention végétale également. Voilà. Bon, je ne sais pas si tu veux compléter. Non, c'est ça. Alors, sur les modèles, par contre, on n'a pas d'éligibilité à IP-Box. Les 4 actifs éligibles, effectivement, c'est les logiciels, les brevets, les certificats d'obtention végétale et les procédés de fabrication industrielle. Comment considérez-vous une partie de logiciel développé par des salariés d'une ESN? En effet, le logiciel appartient en premier lieu à l'ESN, qui peut ensuite le céder à la société pour laquelle l'ESN a effectué sa prestation. Du coup, cela devient un coût d'acquisition du logiciel à prendre en compte au dénominateur du ratio Nexus. Effectivement, c'est un logiciel qui n'a pas été développé en interne. Donc, on a un coût d'acquisition de ce logiciel. Et là, pour prétendre à l'IP-Box, en tout cas d'un point de vue financier, il sera nécessaire que l'entreprise réalise quand même des développements complémentaires sur ce même logiciel. Pourquoi? Parce que si je reprends mon ratio Nexus, je vais avoir effectivement mon coût d'acquisition qui sera au dénominateur, mais si je n'ai pas de dépenses de développement interne, j'aurai 0 à mon numérateur. Donc, je vais donc me retrouver avec un ratio Nexus de 0 et, in fine, un résultat IP-Box de 0. Donc, si on est uniquement, entre guillemets, sur de la distribution d'un logiciel,
l'IP Box n'a pas d'enjeu financier, même si vous respectez les critères d'éligibilité technique. Conseillez-vous de déposer un rescrit avant d'utiliser le dispositif? Pas forcément. Le rescrit peut être intéressant si vraiment on veut s'assurer, alors si on n'a pas déclaré de crédit impôt recherche ou de crédit impôt innovation, ou si on a une situation très particulière sur laquelle on souhaite obtenir la position de l'administration, mais on ne conseille pas forcément d'utiliser un rescrit avant d'opter au dispositif. Non. Alors Marion, après il y a plusieurs questions, je pense qu'on peut essayer de traiter en une. Donc tu nous as parlé de la compensation dans ton hypothèse de calcul. Donc on a 2-3 questions qui parlent des déficits reportables. Donc comment on combine déficit reportable et IP Box? Comment est-ce qu'on fait pour utiliser le dispositif quand historiquement on a des pertes qu'on accumule, mais que potentiellement on a des profits futurs? Et le dernier exemple, je pense qu'on peut y répondre en même temps. Qu'est-ce qu'on fait des 400 000 € de résultats d'IP Box non utilisés sur les 900 000 € dans ton exemple de tout à l'heure? Peut-être que tu peux nous parler de l'autre hypothèse autre que la compensation. Oui, alors si je reprends dans l'ordre, déjà, est-ce qu'on peut combiner déficit reportable et IP Box? La réponse est oui. Vous avez des règles d'imputation concernant vos déficits reportables et vous êtes plafonné à l'imputation d'1 million de déficit plus 50% du bénéfice restant. Ce qui veut dire que si jamais vous faites, je dis n'importe quoi, 3 millions de résultats sur l'année, vous n'allez pas pouvoir imputer l'intégralité de votre déficit et il vous restera une base imposable. Dans cet exemple, il vous restera 1 million de base imposable. Dans ce cas-là, on fera l'IP Box et on déduira le résultat IP Box du montant du bénéfice restant. Donc oui, il y a un vrai intérêt à combiner déficit reportable et IP Box si vous plafonnez les imputations du déficit reportable. Et si on revient sur l'exemple, est-ce qu'on peut utiliser l'IP Box si on est déficitaire? Qu'est-ce qui est advenu de ces 500 000 € restants? Chloé, je ne sais pas si on peut se remettre sur la slide de l'exemple, mais là, le scénario que je vous ai présenté, c'est le scénario de la compensation. C'est-à-dire que l'entreprise, alors juste celle d'après, Chloé. Encore après. Oui, voilà, parfait, merci. C'est-à-dire que l'entreprise n'a utilisé son résultat IP Box qu'à hauteur de son résultat fiscal. On avait 900 000 de résultats IP Box pour 500 000 de résultats fiscal. On a utilisé 500 000 de résultats IP Box. Les 400 000 restants sont perdus. C'est le choix de gestion qu'on appelle de la compensation. Il y a d'autres choix de gestion qui existent, notamment celui de la non-compensation. C'est-à-dire que vous pouvez faire le choix de payer un IS à 10% sur l'intégralité de votre résultat IP Box. Donc, dans mon exemple, je payerai un IS à 10%, non pas sur 500 000 de résultats IP Box, mais sur l'intégralité de mon résultat IP Box, donc sur 900 000 €. Donc, je payerai 90 000 € d'IS à la place de payer 50 000 € d'IS. En contrepartie du paiement de l'IS sur l'intégralité de mon résultat IP Box, le delta de mon résultat IP Box qui est supérieur à mon résultat fiscal va générer du déficit reportable extra-comptable. C'est-à-dire que ces fameux 400 000 restants de mon résultat IP Box, toujours dans l'exemple, supérieur à mon résultat fiscal, vont être embarqués sous forme de déficit reportable extra-comptable et qui suivront les règles d'imputation de droit commun, donc sans limite dans le temps, plafonnés à 1 million plus 50% du bénéfice restant. Du coup, si une société est déficitaire, si une société n'a pas de résultat imposable, qui a un résultat imposable de 0 ou même négatif, j'aurai forcément, enfin, dans de nombreux cas en tout cas, j'aurai un résultat IP Box qui sera supérieur à mon résultat fiscal. Et donc, même scénario, je peux choisir de m'acquitter d'un IS à 10% sur mon résultat IP Box, tant bien même que je n'aurais pas dû payer d'IS, parce que je suis déficitaire, mais en contrepartie de cette sortie de cash, on va dire en année N, du paiement de cette IS à 10% sur mon résultat IP Box, je vais embarquer mon résultat IP Box sous forme de déficit reportable extra-comptable. Ça peut être intéressant si vous envisagez un rachat pour valoriser toute ou partie de vos déficits. Ça peut être intéressant si vous envisagez également une très forte croissance et donc vous anticipez l'arrivée à l'équilibre et au bénéfice de l'entreprise. Ça peut être intéressant si vous anticipez aussi potentiellement des modifications du dispositif IP Box dans les années à venir.
On a 2 autres questions qui ont été posées. Alors, bonjour. Avez-vous des clients qui ont une activité B2C et pouvez-vous les citer? Oui, on a de nombreux clients avec une activité B2C, notamment dans le secteur du logiciel, où on a des clients qui font des applications, des jeux vidéo, des jeux mobiles ou même des plateformes. Les cités, on vous les enverra par mail. Il faut qu'on vérifie les conditions de confidentialité de chacun de nos contrats. Mais on note la question et on reviendra vers vous par mail, Olivier. Ok. Je pense que c'est tout. À mon avis, on a fait le tour des questions. N'hésitez pas, il reste encore 5 petites minutes. Alors, s'il y a encore la question sur le CIR versus crédit impôt innovation, donc les dépenses d'innovation, l'éligibilité. Donc, est-ce qu'on a déjà eu un contrôle pour une société qui a uniquement de l'innovation? En fait, oui, on l'a mentionné donc tout à l'heure. Peu importe que vous déclariez du crédit impôt recherche ou du crédit impôt innovation, donc que vous engagiez des travaux de recherche et développement ou des travaux d'innovation. Encore une fois, on a validé auprès de l'administration fiscale cette possibilité. Donc d'opter au dispositif de l'IP-Box avec du CIR ou avec du crédit impôt innovation. Merci Marianne. Et est-ce qu'on vous enverra le document de présentation, bien sûr, et aussi vous pouvez le retrouver directement sur Webikeo. Donc une fois qu'on va clôturer le webinaire, en fait, vous aurez à disposition le document que vous pourrez télécharger par la suite, ainsi que le replay qui vous sera envoyé également. Voilà, je pense qu'on peut clôturer le webinaire. Donc, merci beaucoup aux intervenantes et merci à tous les participants. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.